Concernant le soi-disant essai sauvage qui n'a jamais eu lieu et pour lequel toutes les vérifications qui sont intervenues démontrent qu'il n'y a jamais eu d'essai. Pourtant, on a communiqué là-dessus comme si c'était une certitude. Et personne ne s'est donné la peine d'aller vérifier que le professeur Raoult ne pouvait pas et n'avait certainement pas commis ce qu'on avait présumé qu'il avait commis, c'est-à-dire un essai thérapeutique dont la matérialité n'a jamais été démontrée et auquel il n'a jamais participé. Eh bien, j'ai trouvé qu'il était nécessaire, parce que quelqu'un qui m'a demandé de ne pas le citer m'a dit « Didier, il faut que tu fasses une conférence de presse, parce que ce que moi je sais, parce que je l'ai vu, c'est-à-dire le PV du Conseil de l'Ordre de Bordeaux, le compte-rendu de la NSM qui m'a été envoyé, que je vous ai dit, la presse n'en parle jamais. Ils disent des horreurs sur toi, mais ce qui est le résultat de ces investigations, ils n'en parlent pas. Donc il faut que tu le dises officiellement à la presse pour qu'ils ne disent pas qu'ils ne savaient pas. Et donc c'est ce que je fais. Parce que vous ne le répétez pas, hein. Vous avez remarqué? On ne vous en pas entendu en fait. Ah, plus que ça, je vous rappelle que BFM disait hier que j'avais eu un blâme parce que je prescrivais l'hydroxychloroquine. Hier. Donc je ne sais pas où ils sont, BFM, mais je leur dis, vous voyez, c'est pas vrai. Je pensais que c'était pas très compliqué pour vous d'aller regarder le Vidal. Non, je me suis trompé. Regardez le Vidal. Voilà. Clofazimine, ça y est pas dans le Vidal parce que c'est un médicament pour la lèpre et donc c'est pas prescrit en France. Tandis que l'aminocycline et les sulfamides, alors écoutez, ça c'est prescrit et l'indication de l'AMM, c'est le traitement des infections à des bactéries sensibles. C'est ça l'indication. C'est compréhensible ce que je dis? Très bien. C'est nous qui... Non, c'est nous, on vous dira, nous, on a porté plainte. Nous, on a porté plainte là-dessus. À 1 contre Mediapart, 2 contre le directeur général. Parce que dans le journal de la PHM, ils ont marqué, on a la preuve qu'il y a des essais thérapeutiques qui se sont faits à l'IHU par Didier Raoult. Il se trouve que je ne traite jamais les tuberculoses, donc c'était une erreur de cible, si vous voulez. Mais en pratique, il ne s'est pas fait d'essais thérapeutiques illégaux. Et deuxièmement, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas traité une tuberculose. Donc, en clair, oui, il y a une plainte, nous l'avons déposée, on en a même déposé 2, d'accord? Et donc, au contraire, je serais content que la justice fasse son travail à cet égard. J'en serais ravi. Donc, très bien, vous devriez dire au procureur, pourquoi vous ne faites pas cette enquête? Vous savez quoi? Nous avons dû saisir effectivement le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction de Paris. Nous avons déposé une plainte avec mention de partie civile. Et nous attendons la détermination qu'on veuille bien nous nommer un magistrat, parce que ça marche ainsi, hein, suivant le tableau de rotation. Et que, non, tout autant que lorsque j'ai saisi le parquet de Marseille, en l'état de la démonstration factuelle, ben nous avons apporté à 3 reprises la démonstration de la matérialité de cette infraction. Nous l'avons constituée. Nous avons d'ores et déjà fait ce qui appartiendra aux enquêteurs de vérifier, le travail qui était nécessaire. Je n'ai pas eu, me semble-t-il, d'ouverture d'enquête préliminaire, ce qui est le droit du parquet, thésiste. En l'état qu'on n'ouvre pas une enquête préliminaire, cela traduit une seule volonté. Alors je ne vais pas vous dire que le parquet, c'est un magistrat un peu particulier qui répond à des ordres et que donc tout cela a été liquidé. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis que je pense qu'ils sont dans une logique d'apaisement qui n'a plus lieu d'être, parce que nous, on ne peut plus tolérer qu'on vous mente, que vous puissiez reconnaître ces informations qu'on vous transmet comme étant réelles et qu'ensuite vous relayez quelque chose que vos confrères ont établi sur des bases parfaitement fausses, qui est contraire à l'essence même du cœur du travail d'un journaliste, qui est de vérifier la véracité. Ce que nous affirmons, nous, et je le dis sous le contrôle de mon confrère, on le démontre juridiquement. Il s'agit d'éléments matériels, il s'agit de preuves. Pour avoir le dossier médical du professeur, pour avoir celui de son épouse, c'est lui qui vous en a parlé, je ne fais que reprendre ce qu'il vous dit, ainsi que d'autres personnes auxquelles on a porté volontairement atteinte à ce qu'il y a de plus sacré, le secret médical. Le secret médical auquel, il vous l'a rappelé, on a tous droit à ce secret. Est-ce que vous avez entendu parler de cela? Non. Et pourtant, nous avons déposé plainte. Et pourtant, nous sommes de bonne foi. Donc, je pense que, et je le dis sous le contrôle du professeur, il y a un nouveau temps. Le temps est venu maintenant que la vérité soit établie judiciairement. Parce que nous nous constituerons partie civile à chaque fois que le parquet ne suivra pas. Et nous avons une plainte avec caution de partie civile qui, celle-là, est distincte concernant les essais thérapeutiques sauvages
qui auraient eu lieu mais qui n'ont jamais eu, qui a été déposé à Paris, bien évidemment, entre les mains de Madame le doyen des juges d'instruction. Donc, en l'état, nous souhaitons à Paris que la juridiction puisse apprécier notre démonstration qui est faite, parce que vous êtes tenu, vous, journalistes, à vérifier ce que vous écrivez, ce que vous affirmez, parce que si vous affirmez, vous écrivez des choses qui sont démontrées erronées, vous encourez une responsabilité. Mais il y a pire que ça. Si vous le faites en utilisant des données qui, elles, ont été soustraites frauduleusement, là, c'est plus du tout le même périmètre. Parce qu'on n'est plus dans la diffamation. Bien, en fait, ces données volées, mais c'est volées par les enquêteurs de l'ANSM, Pas du tout. par l'enquête interne de la PHM. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Vous avez identifié à quel niveau On sait très bien qui c'est. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que c'est un niveau assez élevé, est-ce que c'est une personne, je sais pas. On sait très bien qui c'est parce que comme Adrien qui vous l'a dit, c'est très facile de savoir qui, puisque il suffit de regarder qui c'est qui, quelques jours avant l'article de Mediapart, a consulté un dossier qui a été transmis intégralement. Je vais vous dire, parce que je pense que c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Pardon ? Interne. On ne peut pas y accéder de l'extérieur de la PHM. C'est des gens de l'intérieur de la PHM. Non, je dirais une chose. Nous, quand on publie un article qui concerne un patient, on nous demande de ne même plus mettre la date d'hospitalisation et de ne plus mettre son âge, mais sa tranche d'âge, de manière à ce qu'on soit sûr qu'on ne peut pas le reconnaître. Et je vous assure que dans l'article qui est dans Mediapart, vous pouvez très bien reconnaître de qui il s'agit. Et donc ça, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. J'attends que, effectivement, la justice se saisisse de qu'est-ce qui se passe à l'assistance publique pour que n'importe qui puisse sortir des dossiers et les communiquer à la presse. Enfin, c'est un truc, moi je vous le dis, vous devriez faire... Moi j'ai demandé à ce qu'on annule complètement les accès à mon dossier à la suite de ça. Ça a commencé effectivement par les appels intempestifs du professeur Raffi. Une plainte a été déposée, une procédure a été mise en œuvre, et effectivement celui-ci a été condamné, a reconnu d'ailleurs les faits pour lesquels il était poursuivi, a été condamné. Puis ensuite il y a eu Martin Hirsch, le président de la PHP, qui a estimé à un certain moment devoir écrire au président de l'Assemblée nationale et à la présidente de la commission sur les conséquences du Covid, pour dire que le professeur Raoult, au moment où il est effectivement convoqué en qualité de témoin devant l'Assemblée nationale, fait un faux témoignage et en expliquant que ce faux témoignage doit engager, enfin en tout cas nécessite que des poursuites soient engagées à son encontre pour faux témoignage devant l'Assemblée nationale, ce qui est quand même une infraction extrêmement grave, pernicieuse, et c'est aussi pour cette raison-là que nous avons déposé plainte, d'abord une plainte simple contre Martin Hirsch, qui n'a pas été suivi de fait. Il y a eu un classement sans suite par le parquet de Paris, mais qui le fait habituellement en matière de dénonciation calomnieuse, parce que c'était ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du parquet, du tribunal judiciaire de Paris. Donc là c'est en cours contre Martin Hirsch pour dénonciation calomnieuse. Alors pour conclure là-dessus, ce que disait Martin Hirsch, ce que je disais, c'est que la mortalité dans les réanimations, pour ceux qui ont regardé ma présentation, la mortalité à Paris, en particulier dans la réanimation, était beaucoup plus importante qu'à Marseille. Il a dit que ce n'était pas fait, mais il se trouve qu'après qu'il a envoyé ça, j'ai envoyé au responsable un document interne de l'assistance publique de Paris que j'avais, qui montrait leur mortalité et qui montrait la nôtre. Donc c'est qu'ils ne connaissaient pas ses propres chiffres, ce qui est un peu inquiétant. La deuxième, c'est que ce que j'avais dit, c'est que les circonstances dans lesquelles on testait les gens à Paris, à côté de ce qu'on faisait à Marseille, n'avaient rien à voir, et qu'à Paris, ils n'ont pas développé les capacités de test, et que donc ils ne testaient que les Chinois qui venaient de Wuhan même, qui avaient 40 degrés et qui toussaient, et que donc il y a un pauvre Chinois qui venait de Hubei, de la région de Wuhan, qui avait de la fièvre, qui s'est présenté aux urgences et qui n'a pas été testé, qui est rentré chez lui, qui est revenu quelques jours plus tard, où il a été hospitalisé, traité avec du remdesivir et il est mort. D'accord ? Donc, je l'ai dit, donc M. Hirsch a dit que j'avais fait un faux témoignage en envoyant une lettre recommandée à l'Assemblée nationale, ce que je ne peux pas accepter, en disant que des plaintes allaient être déposées. Et
avec Maître Grasini, ce qui tu sors. J'ai pas une grande tendance à la paranoïa, mais des fois je suis un peu titillé, si vous voulez, parce qu'on a envoyé 2 lettres recommandées successives qui ne sont pas arrivées. Et il a fallu que l'associé de Maître Grasini aille la porter en main propre pour qu'elle arrive. D'accord, la plainte contre M. Hirsch. D'accord. Et la première chose que m'a demandé notre nouveau directeur général, c'est d'abandonner les plaintes contre M. Hirsch, et depuis on est fâché. J'ai une conception de la liberté qui n'est pas partagée. Voilà, je vous le dis, je ne crois pas que quand on pense quelque chose, eh bien, ça représente la vérité. Je ne crois pas ça parce que ce n'est pas mon métier de croire ça. Alors, mon métier, c'est de croire l'inverse. Et je crois que la plupart des choses que j'ai apprises sont fausses. Et quand j'ai fait tous mes cours depuis 20 ans, j'ai commencé en disant ce que je vous dis n'est pas vrai. Mais pour simplifier, je suis bien obligé de commencer par quelque chose. Et ce n'est pas vrai pour 2 raisons. D'abord parce que c'est trop simple. Et ensuite, parce que la connaissance ne cesse pas d'évoluer, et ce que je vous ai enseigné aujourd'hui ne sera plus vrai dans 10 ans. Donc, je suis un scientifique, je vous assure, et que donc, je laisse parler les scientifiques, je leur laisse donner une opinion, je n'ai pas peur des opinions des autres. C'est cette manie-là de la censure qui est un truc inouï, c'est-à-dire on censure, si vous mettez le mot chloroquine, paf, on vous censure sur YouTube, on vous censure, mais dites, on est devenu complètement fou là. Et ça, c'est anticonstitutionnel, ça veut dire que la Constitution implique que le chercheur doit communiquer ce qu'il connaît ou ce qu'il croit connaître. Ça fait partie de la Constitution, et il y a eu récemment, il y a 15 ans, un article du Conseil constitutionnel qui le précise. Par définition, un chercheur a le droit de s'exprimer, quelle que soit la volonté politique. Je regrette que tout le monde ne le sache pas. Je regrette qu'il y ait devenu une manie, là, maintenant, au cours de cette épidémie, d'essayer d'empêcher les gens de parler et de s'exprimer. C'est pas bien. Comme ça, vous saurez pourquoi on fait une conférence de presse. Vous voyez. J'ai été mandaté par le gouvernement de l'URSS, en 88, pour faire une enquête sur une nouvelle maladie qui était apparue à côté de Astrakhan. D'accord ? Je suis allé, pendant la guerre civile Burundi-Rwanda, pour faire l'investigation d'une épidémie de typhus. Donc je connais les épidémies, c'est mon métier, je les enseigne. D'accord ? Je connais les vaccins, j'ai écrit un livre entier sur le vaccin pour expliquer comment ça fonctionnait et ce que c'était. Nous avons eu dans ce pays, et nous avons depuis un certain temps, un problème de casting. C'est-à-dire que les gens qu'on met en situation ne sont pas ceux qui sont les plus compétents pour le faire. Et dans cette affaire-là, si vous aviez pris les 10 types les plus cités dans ce pays, vous n'auriez pas eu le même conseil scientifique et vous n'auriez pas eu les mêmes conseils. Mais ce n'est pas cela qu'on a pris. Aucun de cela n'était là. Et donc ça pose un problème qui est le problème du casting. C'est à qui on demande, à qui on confie les responsabilités. Est-ce que c'est les copains qui tournent, qui sont copains avec tout le monde, qui passent leur vie dans les ministères? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on prend la performance des gens en leur disant « vous ne voulez pas nous donner un coup de main pour gérer cette situation ?» Et de mon avis, les choses se passeraient différemment. On est arrivé à une situation dans laquelle on n'arrive plus à soigner les gens parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Et ça, ce n'est pas à la marge qu'il faut le changer, de réforme des CHU en disant, par exemple, à Marseille, il faudrait qu'il y ait 4 hôpitaux différents, gérés par 4 personnes morales différentes. Et donc, il y a un véritable problème, qui est celui-là, c'est que vous avez à côté de nous un hôpital, et je comprends d'ailleurs pourquoi on irrite tellement, vous n'avez qu'à traverser la cour et vous allez voir, il y a un bâtiment qui a simplement 4 ans de plus que nous, il est dans un état absolument épouvantable, la gestion, la Timone est dans un état absolument épouvantable. Moi, je vais vous dire, je vais en Afrique, je ne vois pas d'hôpitaux comme celui qui est l'ancien bâtiment de la Timone. Donc il y a un problème quand même. Donc ça, c'est un problème majeur. Vous savez, je vais vous dire, demandez à mon ami Philippe Brouki, avec qui on a fait ça. C'est la preuve que vous ne savez pas ce qu'on fait. Vous savez, pendant 25 ans, on a travaillé avec les SDF ici. On a éradiqué une épidémie que personne n'avait pas entendu parler, mais enfin qui existait chez les SDF, qui était liée au pouls, qu'on allait voir dans les foyers ici, qu'on a vu dans la rue, en s'organisant. C'est un des premiers travaux que j'ai fait avec Yolande Obadia, tu te rappelles, 94. D'accord, où on allait voir les gens dans la rue pour
regarder ce dont ils souffraient, comment on pouvait les soigner, comment on pouvait organiser les soins. Et ensuite, on a fait une filière de soins qui allait jusqu'à l'hôpital Nord, chez Philippe Broucky. Et donc, je peux vous dire, dans la SDF, il y a un tiers de gens qui sont des sans-papiers. Hein. Donc moi, j'ai passé ma vie à soigner les pauvres. Les maladies infectieuses, c'était que les pauvres. Pas me demander si je suis pour qu'on soigne les pauvres. Bien sûr que je suis pour qu'on soigne les pauvres. Enfin. Vous estimez qu'il y a eu une part d'appui ou de complaisance de la politique en France, de l'exécutif, qui ont donné à cette situation où ça a dépassé le cadre traditionnel auquel vous étiez habitué de la controverse institutionnelle ou Bonne question. C'est une bonne question. C'est une vraiment bonne question. Écoutez, je pense qu'il y a des gens parmi ceux qui décident qui vraiment ne m'aiment pas beaucoup. Voilà. Mais je peux vous dire, alors eux, ils ont atteint un degré. C'est la première fois qu'il y a un ministre de la Recherche qui me déteste. Alors, c'est la première fois. Ça, c'était jamais arrivé. Donc, le ministère de la Santé, c'est arrivé parce qu'encore une fois, je vous dis, on a une zone de recouvrement, vous voyez, qui fait que nous, de temps en temps, on dit l'inverse de ce que dit le ministère de la Santé, et que donc ça les irrite. Ouais, donc, ce que je comprends bien. Mais ce qui est normal, parce que les gens qui parlent au ministère de la Santé, ils ont appris des choses il y a 30 ans qui ne sont plus vraies maintenant. Donc, moi, mon rôle, c'est de dire c'est plus vrai. Ouais. Ce légalisme dont vous avez fait preuve n'a pas été payé en retour. J'ai lu Claudel. Et dans le Soulier de satin, il y a une phrase magnifique que j'ai relue récemment, donc je suis allé la rechercher dedans. Il dit, mais que pensez-vous qu'il mérite pour tant de travail et tant d'énergie? C'est Don Rodrigue. Et on lui dit, vous savez, la seule récompense qu'il mérite, c'est l'ingratitude. C'est ce que je pense. C'est bon. Parti sur Claudel.